Qu'est-ce que la mémoire? Qu'entendons-nous par transmission de la mémoire? Qui sont les personnes habilitées à transmettre la mémoire? La mémoire, c'est ce que les gens retiennent d'un événement, d'une histoire. L'histoire, ce sont les faits, le lieu, le temps, les circonstances, les personnes qui ont vu, vécu ou subi l'histoire. La mémoire dépend bien sûr du contenu de l'histoire, mais elle dépend aussi des personnes qui transmettent l'histoire et la manière dont ils la transmettent. Cette manière de transmettre l'histoire peut être objective. Les faits sont racontés tels qu'ils se sont passés. La manière peut être aussi orientée. Dans ce cas, les faits sont agencés de manière à justifier les actions qui étaient commises ou pour défendre une cause. L'histoire est alors volontairement faussée. Les faits sont ajoutés ou retranchés pour cacher une chose. La mémoire, comme l'histoire, peut être donc objective, elle peut être sauve ou sauvée. Elle peut être orientée ou téléguidée. Elle peut être fausse, amputée ou surchargée. Les personnes qui transmettent la mémoire sont soit les témoins directs, ceux qui ont vécu, qui ont vu l'événement, ou des témoins indirects qui ont entendu l'événement. C'est aussi les différents producteurs de témoignages, tels que les organes de presse ou les auteurs de livres. C'est aussi l'État qui a le monopole de codifier l'histoire et de donner une mémoire collective. Le musicien Kizito a raison quand il chante « Le génocide des Tutsis est le pire des maux qu'a connu le Rwanda. » C'est une histoire brutale, violente. La haine a atteint les sommets. Le vivre ensemble a sauté en éclats. La machine de la mort a fait le reste. Le Rwanda en tant que nation, les Rwandais en tant que peuple, les amis du Rwanda des Rwandais en ont souffert et en souffrent encore aujourd'hui. Au Rwanda, et depuis quelques années à l'extérieur du Rwanda, sous l'égide des Nations Unies, des cérémonies de commémoration du génocide sont organisées. Commémorer, c'est raviver, c'est garder intacte une histoire. Dans les diasporas, en général, et dans les écoles en Belgique en particulier, qu'apprennent les jeunes Belges ou les jeunes Rwando-descendants de cette histoire, qui leur en parle? Pour répondre à cette question, avec le concours du groupe Rwanda de BIPAX, la caméra a suivi 2 générations, la génération des parents et de leurs enfants. Ils s'expriment en groupe ou en individuel. Écoutons. Si j'ai bien saisi le sens ou si j'ai mis le mot sur ce que j'ai vécu, sur mon passé, je pense que l'impact n'est pas si grand. Mais tant que je ne sais pas, je pense que c'est là où
Ou ça peut compliquer les choses. Enfin, le passé, il est là, mais il va apparaître à certains moments de la vie ou à certaines... Parce que bon, il y a le quotidien, il y a la routine, quoi, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je pense, plus spécifiques où cette question-là va se poser, et d'autant plus dans nos communautés, où là, il y a des questions qui vont apparaître, des questionnements, etc. Et clairement, moi, je ne pense pas que mon passé a autant de répercussions que, par exemple, pour ma maman. Et là, on parle peut-être de l'aspect intergénérationnel. Donc, c'est vrai que ça dépend des personnes, ça dépend de la personnalité. Enfin, je pense que ça n'a pas autant d'impact que, par exemple, pour ma mère. Parce que j'ai peut-être été aussi protégée, ou je sais pas, mais là, je tourne la perche, du coup. Or qu'on aimerait que nos enfants vivent apaisés. Et j'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, si vous ne leur dites pas ce qui s'est passé, ça va les impacter d'un moment à l'autre. Moi, juste pour compléter, mais de manière plus générale, je pense que la transmission, elle se fait qu'on le veuille ou non, qu'on la raconte, qu'elle soit explicite ou implicite. Donc il y a la transmission, comme certains l'ont dit, qui se fait de manière naturelle dans le milieu familial, etc. Mais aussi, même s'il y a des non-dits, je pense que les non-dits vont influencer l'enfant, qu'on le veuille ou non. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, influence la construction de chacun dans le futur. Donc, quel que soit le passé de chacun, ou de ses parents, ou de ses grands-parents, ça va l'influencer, quoi qu'il arrive. La génération suivante est d'office influencée, sauf si elle est retirée. Et même si elle est retirée de son milieu familial de base, je pense qu'il y a toujours une influence, quoi qu'il arrive. Personne ne peut se construire à partir de rien. Donc, le passé influencera toujours l'avenir de chacun et chacune, quoi. Il y a la phrase qui dit qu'il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va et tout. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect de construction identitaire, dans le sens où, comme tu dis, quand on débarque dans un pays qui n'est pas le sien, mais qu'aussi on ne connaît pas forcément son pays d'origine parce qu'on a dû le quitter quand on était jeune, ça fait c'est très compliqué à gérer. Et d'autant plus alors si on n'a pas des réponses par rapport au passé, peut-être de ses parents, et que du coup on imagine une histoire par nous-mêmes, et même des fois par d'autres personnes extérieures à la famille qui nous donnent des éléments par rapport à l'histoire du pays. Je pense que c'est là où ça devient vraiment compliqué, et moi je dirais que c'est là où l'impact négatif se met, où en fait, ça te mène à une sorte... Enfin, tu es un peu perdu, du coup, et tu dois gérer un peu tout ça, le nouvel environnement, l'ancien qui n'est pas vraiment le tien, plus toute ta sociabilisation, enfin, tes amis belges, et tu dois t'intégrer, trouver ta place un peu dans tous ces mondes-là. Enfin, donc moi, je dirais que c'est un peu ça dans mon cas de figure. Je profite de ce que tu dis, mais maintenant qu'on a l'occasion de discuter avec des personnes adultes, mais pourquoi pas de poser directement la question, pourquoi vous avez du mal à nous parler de l'histoire du passé? Là, je vous dis à vous, en disant vous ou les autres mamans ou nos parents. Non, je parle de vous, c'est ça que j'ai mis le terme vous pour parler de tous parents. Donc, En tant que parent, pourquoi je ne parle pas de mon passé à mes enfants? C'est vrai que j'y parle très rarement, sauf s'il y a des occasions. Mais d'un autre côté, je me dis, mes enfants sont un tout petit peu étrangers à moi. C'est-à-dire qu'ils ont adopté, par peut-être j'y ai mis, maman, j'en sais rien, mais je les sens plus européennes, ou européens, parce que c'est fille et garçon, que rwandais. Si je parle de mon passé, le bon, ce qui est tout positif, je le dis. Parce que ça, c'est plus facile. Mais ce qui est un peu lourd, je ne le dis pas pourquoi. Parce que quand tu veux parler de quelque chose de lourd, tu t'attends à ce que quelqu'un ait les épaules pour supporter. Et je ne vois pas mes enfants me supporter dans des situations comme ça.
Et donc automatiquement, je ne les charge pas parce que je sens un peu que je leur donnerai plus de fragilité ou plus avoir pitié de moi. Et ça, je n'ai pas envie. Parce que je vais me retourner vers les gens de mon âge. Mais je ne peux pas dire à mes enfants, ça c'est vraiment mon problème à moi, tout ce qui est lourd de ce passé-là, je ne vois pas en quoi ils peuvent m'aider. Je ne vois pas. Est-ce que, je ne sais pas, hein, tu ne prends pas ça par hasard comme quelque chose qu'on devrait apprendre, comme on apprend les enfants à l'école, etc. Il y a Marie-Aimée qui a dit, bah, écoute, cette transmission, qu'on le veuille ou non, elle se fait avec ce qu'on dit, même avec ce qu'on ne dit pas, des non-dits. J'ai l'impression que, bon, c'est vrai, on n'a pas un plan de dire je prendrai 2 heures ou un jour pour expliquer à mes enfants comment les choses se passent, comment elles doivent évoluer. Mais de toutes les façons, votre passé, vous en parlez. Toi, avec des amis, et des fois, des enfants sont là. Oui. Ils écoutent, ils entendent. Ou des fois, tu peux leur raconter à une occasion un incident ou un événement de ta vie. Et quand tu en parles, tu parles d'autre chose à côté. Il me semble que tout ça concourt, en quelque sorte, à cette transmission socio-culturelle de notre vécu et dans le passé et dans le présent. Mais quand tu dis sur la question identitaire, est-ce que tes enfants, on leur demande, enfin, s'ils sont rwandais, s'ils sont fiers de le dire, etc. Mais je vais revenir là-dessus, voilà. Mais c'est ce que Shadia disait au départ, c'est pas qu'on est rwandais ou on est belge. C'est ça qui est difficile à percevoir pour les autres, pour notre génération. C'est-à-dire que d'un point de vue des parents, on est plus belge que africain, rwandais, burundais, je sais quoi. Et pour l'environnement extérieur dans lequel on vit, on n'est pas belge. Mais en fait, nous, ça ne nous pose aucun problème d'être entre les deux, d'avoir ces deux cultures. Ça ne pose aucun problème. C'est plutôt aux autres que ça pose problème. Parce que voilà, comme tu le dis, toi, tu as du mal à te dire... Est-ce que je vais leur raconter ça? Est-ce que ça va les intéresser? Ou est-ce que même j'en ai envie ou quoi? C'est toujours des informations à prendre. C'est la manière dont c'est dit, dont c'est raconté, dont c'est exprimé qui peut être négatif, je pense. Mais sinon, nous, ça ne nous pose aucun souci de recevoir de telles informations. C'est toujours bon à prendre, comme on disait, pour ne pas se retrouver dans une identité avec des points d'interrogation partout. Ça va nous aider à nous construire d'une manière ou d'une autre. Oui, là, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais je pense que c'est bien de le savoir. Mais ça peut faire que du bien en fait, toutes ces réponses. Comme elle dit, si un jeune déjà qui est un repère d'identité, etc., déjà ça ne fait pas de bien au plan, on va dire, personnel et psychologique. Il sera là, il sera en doute, voilà. Il y aura peut-être une question, on va dire, d'estime de soi. Il va dire, mais tiens, comme Marie-Aimée l'a souligné, voilà, du point de vue, non, mes parents, ils pensent que je suis plus européen, tandis qu'à l'extérieur, on pense que je suis ceci. En fait, au final, je suis quoi? J'appartiens à rien. Donc, il va même lui-même se mettre en doute. Donc, voilà, un jeune qui a un doute, on connaît tous les dérives qui vont avec, voilà, etc. Manque de confiance en soi. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur son plan, donc, on va dire même professionnel. Parce que, voilà. Et vous pensez que donc, les parents, ils souffrent quelque chose? Moi, je pense que, pas vraiment, je dirais pas, je ne pointerai pas de doigt de dire, tiens, c'est votre faute. Pas vraiment, mais je dirais que d'une manière, en refusant de rendre riches vos enfants, en les disant, donc un peu en les expliquant d'où ils viennent, malgré qu'ils ont une belle identité aussi belge, parce que c'est aussi une belle identité. Vous pouvez participer à cette, on va dire, à ce développement du plan personnel de vos enfants, de nous, et plutôt que les rendre riches en fait, d'une manière en disant donc voilà, le jeune il aura moins de questions. En plus de ça, ça va renforcer son identité, il va dire tiens, je suis bel et bien belge, mais je suis fier de savoir aussi que je connais très bien mon passé et je suis sûr et certain que même si je suis belge, voilà, mais je n'oublie pas que voilà, j'ai des origines là et je sais d'où je viens. Notre génération en fait, on est dans le déni. Je n'ai jamais parlé des
on parle toujours des événements, on ne met pas on ne les nomme pas. Il y a tout ça, mais toujours on dit les événements de 1970, les événements de 1994. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne les nomme pas. Et Chadi, à la fois passée, est venue avec tant d'histoires qu'on lui a racontées. Elle m'a dit, maman, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, comme ça. Et je me suis dit, vraiment, on est bête, il faut qu'on les raconte. Parce que quand tu ne racontes pas ton histoire, une autre personne va la raconter. Et tu ne sais pas si c'est... Ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que si elle vient et me déroule tout ça ici, or que je ne lui ai rien dit, c'est pas quand même responsable. Et moi, j'ai une question justement sur ça aux jeunes. Par rapport à des passés comme celui du Burundi, celui du Rwanda, où il y a eu des tensions, des guerres, même des génocides, etc., avec, comment dirais-je, des tensions entre populations, des ententes entre populations, etc. C'est vrai, chacun raconte son histoire comme il l'entend, quand il le raconte, quand il ne fait pas de l'assimilation. Vous, comme jeune, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous dites, écoute, ces gens, ils nous cachent des choses, ou bien ils n'ont pas le courage de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, et comment ça vous impacte, comment vous ressentez une situation pareille? Moi, personnellement, je trouve que le passé, enfin, la question de la transmission, surtout dans nos cultures rwandais, burundais, parce que c'est plus ou moins la même chose, il y a toujours une sorte de tabou. Je ne sais pas pour vous, mais il y a, comme vous avez dit, il y a une sorte d'envie d'épargner, mais aussi une autre, enfin, c'est les parents, relation parents-enfants, c'est pas vraiment une sorte de relation, c'est comme si c'était une relation prof-élève peut-être. C'est plutôt très strict, très oui, c'est pas très famille, c'est pas très famille, c'est plutôt très strict. Enfin, c'est dans les grandes lignes. Mais quand même, oui, c'est strict. Oui, c'est ça que je veux dire. Enfin, mais c'est pas strict, je veux dire, quand il s'agit de partager les paroles, de parler, quoi. Et c'est plus comme autoritaire que autre chose. C'est faux, c'est une réalité. Et donc, aussi, il y a un autre problème qu'il y a, comme vous l'avez dit, tout le monde a tendance à... Enfin, on va raconter l'histoire en étant influencé par notre façon de penser. Hein. Quand les gens vont commencer à raconter leur histoire, leur passé, il y a toujours... ça, c'est à propos de ce qu'ils ont vécu, quoi, de leur point de vue. Et il y a encore des points de vue différents, surtout dans les histoires Rwanda et Burundi. Dans le passé, il y a toujours une sorte... Enfin, on en avait parlé la fois passée, mais plutôt dans les gens, dans la génération des parents, il y a encore, on ressent encore qu'il y a quand même des fois des partis. Ouais. Il y a encore de sortes de partis qui sont toujours en conflit, qui ne voient pas l'histoire de la même façon. Et donc, quand un parent décide à taire cette histoire, à épargner son enfant cette histoire, et que lui, il a une autre version de notre, on va dire, un autre camp ou bien un autre point de vue, et il peut se trouver complètement désorienté. Et les Rwandais, les Burundais aussi, on a encore une sorte de... je cherche un terme qui n'est pas trop... mais on va dire, ok, on a encore un peu honte de notre histoire. Personne ne dit... peu de gens disent les choses en cash
un fait et tout, c'est toujours, il y a toujours de sous-entendus, hein, des petites feintes. Vous pouvez pas comprendre les jeunes. Hein. C'est toujours, il y a toujours un petit mystère qui reste là-bas. Et donc, ça, pour moi, ça va créer un problème après. Quand nous, il faudra qu'on transmette aussi cette histoire. Parce que déjà, ça sera le chaos total. Voilà. Et alors, en dehors de la famille, noyau nucléaire, où retirez-vous ces autres informations? Parce que aussi, dans le temps, dans la culture rwandaise, ce n'est pas nécessairement les parents qui transmettaient. Oui, ils transmettaient, mais à côté d'eux, il y avait des oncles, il y avait des tantes, il y avait des amis de la famille. Chacun avait son apport à apporter. Seulement, c'était dans un contexte unitaire où la vision est la même. Ici, on est dans une situation où la vision est diverse et éparpillée. Et quand vous avez des informations qui ne viennent pas de vos parents, qui viennent peut-être de vos cousins, ou des amis de vos amis, ou des gens qui n'ont rien à voir avec la famille, comment est-ce que vous gérez ça? Moi, par rapport aux informations, je veux aussi préciser qu'il y a les informations verbales. Du coup, je pense que ça vient de personnes dont on est plus ou moins proche et avec qui on a peut-être établi des liens de confiance, mais il y a aussi tout le non-verbal et le ressenti qu'on peut avoir quand on va dans tel ou tel milieu. Enfin, du coup, voilà, je vais prendre le cas de figure pour ma part. On est dans un groupe de danse, donc on va faire des spectacles à gauche, à droite. Et je suis aussi dans un autre groupe, mais c'est vrai que du coup, ça m'amène à aller dans des milieux où côtoyer des personnes burundaises, rwandaises, que je ne connais pas de base. Et des fois, tu sens en fait ces tensions-là. Enfin, il y a plein de choses en fait qui ne sont pas forcément verbales, mais qui te font aussi te poser des questions. Et c'est là où je pense que l'apport des parents est nécessaire, dans le sens où c'est important de pouvoir se déplacer et se mouvoir en ayant le plus d'informations possible par rapport à où on va. Parce que des fois, moi, je sais que des fois, je suis là, c'est un peu trop pour moi, je suis pas armée pour tout ça. Et quand ma maman me disait que je suis allée vers elle pour lui raconter, c'est que je pense que je lui en veux pas trop de ne pas avoir dit, viens, on va parler sur une table, je te dis tout, voilà, limite ton histoire, entre guillemets, sur papier. C'est que je conçois totalement que c'était pas possible pour elle, et même, je pense même pas qu'il y ait un moment idéal pour faire ça. Mais le fait que moi, alors, je vienne vers elle pour lui poser des questions, ça va peut-être aussi l'aider à aller dans cette démarche de « Ah, ma fille se pose des questions, il faut que moi aussi j'initie un processus pour lui en parler, pour lui donner des réponses. » Je pense que c'est important aussi en tant qu'enfant de montrer qu'on se pose des questions et d'oser, même si c'est pas toujours facile, mettre... voilà, moi j'entends des trucs, etc. C'est quoi? On parle de quoi ici? Et voilà. Ouais, j'aimerais aussi, déjà, entre jeunes, aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de transmission, entre jeunes, j'ai l'impression aussi que on évite ça, on évite de parler de ça. Comme ça, personnellement, quand on est avec des autres jeunes, c'est rare qu'on parle de l'histoire du Rwanda ou bien de l'histoire du génocide. On peut parler d'autres choses, mais c'est très rare. Il y a beaucoup trop... tout le monde a accès aux médias, aux écrits, aux journaux, etc. Et il y a beaucoup d'écrits, que ce soit censurés ou non, beaucoup de choses qui se transmettent via les médias sociaux. En plus de ça, les jeunes, donc les réponses qu'ils ne vont pas percevoir, vont les chercher eux-mêmes. Alors, de quel côté chercher? On ne sait pas. C'est que lui, il va en tirer, parce que tu écris un livre, tu as bon écrire un livre, mais le principal concerné, en fonction de lui, de ce qu'il veut, il tirera ce que lui, il veut. Donc le jeune, il va chercher des informations, mais il prendra peut-être des informations erronées. Alors, pour revenir un peu à Yves, pour répondre via ça,
Mais oui, les jeunes, nous aussi, on se dit, tiens, on ne va pas commencer à parler de quelque chose dont on ne possède pas assez d'informations. Peut-être que c'est un jeune, lui, qui dit, ah, bah, moi, ces histoires-là, je m'en fous, moi, je suis belge, ça, je n'ai rien à voir avec ça. Et toi, tu vas venir et tu vas le lancer sur ça. Et lui, il aura des informations qu'il aura vues juste à la télé, il va dire, ah, tiens, non, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça va créer des tensions, voire le fin d'une amitié. Pour moi, grossièrement, je trouve que c'est quand même assez malin qu'on évite d'en parler comme ça entre jeunes. Parce que c'est juste pour créer plus de tensions et plus de problèmes pour plus tard. Parce qu'on va déchirer des amitiés. En plus de ça, on va un peu déjà mettre en péril. C'est quand même ce petit pas des reconstructions qui est déjà en place déjà. Donc je trouve que c'est déjà bien que nous, entre jeunes, on ne se dit pas, tiens, on va se lancer dans le débat entre nous. Et pour répondre à Shadia aussi, enfin compléter plutôt, moi je trouve que, non c'était plutôt Tassien et Marie-Emma qui avaient posé la question, je trouve que non, vraiment ça serait une mauvaise, pour moi de mon point de vue et du point de vue on va dire social, avec le peu de connaissances que je connais, c'est vraiment pas l'idéal que nos parents, c'est dur à dire, hein, que nos parents, on s'assoit juste avec nos parents et qu'on parle et eux nous parlent de cette histoire. Je m'explique. C'est comme, je te donne un exemple, c'est comme si tu allais dans un centre d'asile. Ça va être dur, mais c'est la réalité. C'est comme si tu allais dans un centre d'asile avec plein de fous et tu amènes un fou et c'est les fous qui soignent les fous. Tu as raison. Donc, non mais je m'explique. Dans le sens où c'est des gens qui ont encore des plaies ouvertes, qui sont blessés, donc ils ont encore plein de colère, et le conflit ne date même pas il y a 20 ans, ils sont pleins de colère. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme histoire? Ils vont transmettre juste leur colère, et tout le monde n'est pas objectif, tout le monde n'est pas très objectif sur ces... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai bien exprimé, donc tout le monde ne sera pas très objectif et dire, tiens, voilà, on avait quelque chose de mauvais, maintenant, voilà, on va passer à autre chose. C'est dans ce sens-là que je veux dire, quoi. Oui, mais je pense que c'est important qu'eux aussi racontent leur histoire pour donner leur vérité. Parce que toi, de toute façon, tu vas, comme tu disais, on va chercher nos informations ailleurs. OK? Mais c'est important d'avoir quand même ce que ses propres parents estiment être leur vérité. Pour pas que ce soit X, Y, Z qui aille raconter. Après, toi, tu feras de cette information ce que tu veux, tu en tireras ce que tu veux. Mais je pense que la base, c'est d'avoir le point de vue de ses propres parents, même si on trouve qu'il peut être erroné ou qu'on ne se situe pas du tout dans la même optique. Et donc, il faut à un moment donné que ça sorte. Oui, j'allais compléter, j'allais dire, donc voilà, c'est là que j'ai donné l'exemple de l'asile. Dans un asile, c'est vrai, mais il y a, comment dire, je trouve qu'il faudrait plutôt donc avoir ce genre de débat, oui, avec les parents, je suis tout à fait d'accord, mais pas seul, parce que je trouve que c'est quand même, on a été marqué, on devrait mettre un cadre, on va dire, accompagné, dans un cadre régi par quelqu'un de neutre et de professionnel. Je pense qu'on transmettrait leur vérité et ce que les parents veulent nous transmettre, mais aussi avec une leçon derrière, dans ce sens-là. Donc j'allais compléter si je n'ai pas complété. Quelque chose parce que c'est vrai, pour la transmission, il y a des choses qu'on ne sait pas vous transmettre. Par exemple, tout ce qu'on vient de dire ici, chez nous, on va dire Havuga ou Obobetsku. C'est une parole de sagesse parce qu'il y a des choses, toi-même, tu ne comprends pas comment expliquer ça. Ça dépasse l'entendement. Alors, quand une chose dépasse l'entendement, je vois que les anciens disaient Havuga ou Obobetsku. Quand c'est vraiment trop, tu mets la main sur... tu fais comme ça. C'est pour ça que nous, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas encore compris. Oui, même ici, le groupe de parole, c'est intéressant. Tout à fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est plus facile pour vous et pour nous d'aborder cette question quand on est en groupe que face à face. Il y a moins, je pense, d'enjeux émotionnels parce que vous êtes plusieurs, nous, on est plusieurs, donc ça fait un soutien. Ça fait un soutien pour pouvoir, même si on va pas expliciter les choses vraiment, c'est déjà un travail de transmission qui est fait ici, qui est beaucoup plus important que sans doute tout ce qu'on a eu déjà dans notre
dans notre passé, mais c'est une bonne initiative parce qu'on en parle quand même d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est quand même intéressant. Parce que comme on disait au départ, on ne savait pas très bien ce qu'on allait en tirer, on ne voyait pas très bien. Et pourtant, à chaque réunion où on se voit, il y a toujours des choses à dire en fait. Et c'est ça qui est étonnant. Il est une fois, j'ai une fille qui est un tout petit peu comme ça, qui me dit « Maman, pareil que toi, tu es Tutsi, que papa il est Hutu. » Bah, je dis oui, il paraît pas, c'est comme ça. Elle me dit comment ça se fait, alors qu'on dit que ces gens ne se marient pas, ils ne s'aiment pas, ça s'est entretué. Alors là, moi je ne savais plus. Je ne savais plus et pourtant, c'était une question de cette histoire du passé. C'était une occasion rêvée. Mais moi j'ai été bloquée. Et je lui dis, je pense que, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je lui dis, ça s'est fait que parce qu'on s'est aimé. Oui, d'accord, vous vous êtes aimés, mais comment ça se fait? Et si tu as été bloqué là, par après, tu ne t'es pas rattrapé? Je pense pas. Je pense pas. Et je lui dis, nous nous sommes aimés. Et il dit, justement, je sais que vous vous êtes aimés, mais comment ça se fait? Je lui dis, écoute Christelle, l'amour, c'est comme ça, on ne commande pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer un brigand, d'autres qui peuvent aimer, donc c'est comme ça, il est Hutu, j'étais Tutsi, on s'est aimé, et puis à la ligne. Et elle me dit, et ça continue. C'était avant qu'il ne meure, qu'il décède. Je dis, oui, vraiment. Je dis, mais de quoi est-ce que tu viens? Du coup, au lieu de penser, ouais, c'est là où je dis que je suis bloquée, que là pour te répondre aussi, que les parents, nous sommes des enseignants, on ne sait pas discuter. Nous sommes des parents qui disent les choses doivent se faire comme ça, mais on ne sait pas discuter. Et au lieu de penser qu'elle me voulait savoir c'est quoi les Hutus et les Tutsis du pays, à partir de nous, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu dans mon couple? Est-ce qu'il a vu que... Tu vois, j'ai vraiment oublié cette histoire d'identité. Je suis revenue plutôt à la maison, à la vie de couple. Et là je lui dis, écoute, ces histoires, ça ne t'appartient pas. En tant que parent. Bon, elle s'est tue, évidemment. Mais plus tard, elle est revenue à la charge. Elle me dit, je veux savoir si, avec ce qui s'est passé, avec le génocide au Rwanda, avec la fuite, avec si vous vous aimez toujours. Ben, je lui dis, tu sais quoi? C'est une chance que moi j'ai eue, peut-être que d'autres parents n'ont pas encore, parce que moi j'ai écrit. Je lui dis, écoute, tu prends ce livre, j'ai tout mis dedans. Il me dit non, je sais lire, je lirai, mais dis-moi. J'ai pas trouvé les mots. Personnellement, ce que je dirais, ce qu'on demanderait, c'est pas de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ou quoi. Non, c'est plutôt attendre une histoire que tes parents ont vécue. Vous êtes une génération, moi, des fois je vous admire, comment vous pouvez dire des choses. Je crois qu'on doit se faire psychanalyser. Donc je voulais témoigner. Un jour, j'étais au Burundi, je travaillais et mes collègues m'appellent. Ils me disent, mais tu es quoi? Je dis, quoi? Tu es Hutu ou Tutsi? Je dis, je n'ai pas parlé. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé. Et puis, maintenant quand j'y pense, je me dis pourquoi je n'ai pas dit. C'est-à-dire que je nie mon identité ou c'est quoi? Mais tu vois, à cause de toutes ces histoires, à un moment donné, tu te dis, mais... Pourquoi il veut ça? C'est pour cela que je dis qu'on est, désolé, on est différent. C'est comme on a des enfants, on est étranger à nos enfants. Eux, ils ont grandi dans la parole. Nous avons grandi dans regarder ce que je fais et suivez. Donc, automatiquement, c'est pas à eux de faire beaucoup d'efforts, c'est à nous d'apprendre comment communiquer avec les enfants. Et du coup, la force que nous, on peut avoir en tant que deuxième génération, c'est que on a les outils pour être un peu objectif, il y a plein de sources, etc. Et je pense quand même que moi, j'accorde de l'importance à ce que ma mère a pu vivre, parce que les parents, c'est quand même... C'est pour ça que je pense que j'ai le réflexe d'aller vers elle pour questionner, parce que ça a plus d'importance que l'histoire de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'elle ait les outils et qu'elle parvienne à me donner des petites choses, parce que
allez, c'est comme ça que je veux aussi me construire. Et si j'ai des enfants un jour, c'est son histoire à elle qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, ok, il y a l'histoire du Burundi, du Rwanda, mais il y a l'histoire plus spécifique à ta famille. Et c'est là où c'est important, je pense, de prendre le temps de dire un peu ce qui s'est passé. Même si, voilà, chacun a sa vision, il y a différentes histoires, etc. Mais c'est important et je pense qu'en tant que jeune, toi, je pense que on a cette objectivité et on peut prendre de la distance et comme Marie-Aimée le disait, faire sa propre histoire avec tout ce qu'on a autour de nous comme... Je ne sais pas, si on ne reçoit rien au niveau transmission, qu'est-ce que nous, on aura à transmettre à nos amis pour parler de ça? On n'a aucune base aussi. Donc, je pense que ça devient... Si on a plus de transmission, on aura plus de facilité à en parler entre nous. Pas de manière ouverte, etc. C'est des groupes restreints, bien sûr, mais pour confronter un petit peu nos idées, nos opinions. Mais c'est là que je pense l'importance de la transmission intergénérationnelle. Donc une des envies, un autre objectif qu'on avait aussi plus généralement avec ce projet, c'était de nous adresser à l'ensemble de la société, et donc y compris aux personnes qui pourraient penser en fait ne pas du tout être concernées par cette thématique, dans une optique de responsabilisation de l'ensemble des personnes qui vivent ici en Belgique. On vit dans une société qui est marquée notamment par le racisme, et on sait que le racisme, c'est notamment le fait de renvoyer une personne afrodescendante par exemple à l'étranger, au fait qu'elle vient nécessairement de l'étranger. Et on a plusieurs personnes qui nous ont expliqué en fait durant les discussions autour du projet que même si elles avaient envie en fait de ne plus parler de ce passé douloureux, d'oublier ou en tout cas de ne plus avoir ce passé qui impacte leur vie au quotidien, bien elles n'avaient pas le choix, puisqu'en fait la société les renvoyait finalement à ce passé, notamment via la question tu viens d'où? Et c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes en témoignent, les personnes afrodescendantes, les personnes noires en Belgique, mais très fréquemment on leur demande d'où est-ce qu'elles viennent, comme si elles ne pouvaient pas finalement simplement être belges. Mais donc voilà, d'où est-ce que tu viens? Je viens du Rwanda, et donc nécessairement ça induit en fait toute une série d'émotions, toute une série de remarques, de questions, qui fait qu'elle le veuille ou non, cette personne est renvoyée à ce passé douloureux. Donc voilà, il y a vraiment une nécessité en fait, indépendamment de l'intention, il n'y a pas d'intention négative derrière ce genre de démarche, mais il y a une nécessité de comprendre en fait, de se responsabiliser et de comprendre que nos questions, nos manières d'agir, les mots qu'on peut utiliser peuvent être violents. Et c'est notamment aussi le cas, peut-être même plus précisément, pour les personnes qui travaillent avec des jeunes, on pense notamment aux professeurs, et essayer de faire comprendre en fait que sur une thématique aussi forte émotionnellement, et plus généralement sur tout ce qui touche en fait aux conflits de mémoire qui peuvent traverser la société, les termes utilisés, les mots utilisés ne sont pas anodins. C'est important d'y réfléchir et aussi d'inscrire finalement cet événement, quand on est amené à en parler, dans une histoire qui est longue, qui est complexe. Et dans le cas ici de la Belgique, c'est aussi une histoire qui s'inscrit plus généralement dans le passé colonial belge. Ce qui ne veut pas dire que les individus, les personnes sont coupables de certaines choses, mais il faut se responsabiliser, comprendre en fait que la Belgique a un rôle, a une responsabilité par rapport à tout ça. Et dans une société où la question du passé colonial est déjà tellement méconnue et tellement occultée en fait, pour la plupart des acteurs et des personnes qui vivent ici, c'est aussi important de le mentionner et voilà, de comprendre finalement que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large et que c'est aussi une question finalement de vivre ensemble, de respect. Et donc il y a à la fois un besoin d'humilité en fait, et là je parle plutôt pour les personnes blanches qui a priori pourraient dire qu'on n'est pas du tout concerné par cette question-là. Il y a une humilité à avoir par rapport à ça, une conscience qu'on ne sait pas, et puis voilà, l'importance de faire attention aux mots utilisés et à la manière dont on va agir et se positionner par rapport à tout ça.